Alors bonjour à tous. Pour commencer, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Il a disparu, excusez-moi, c'est pas grave. Merci à tous d'être présents. On va descendre d'un niveau en termes d'invasif. On va être beaucoup plus simple, puisque là on va parler de choses qui sont accessibles au grand public, soit via les sites internet, soit même limite au téléshopping. C'est le renforcement musculaire via l'application d'un courant de surface. Donc on va parler ici essentiellement de muscles, même si on va quand même se rendre compte que tout ce qu'on raconte est essentiellement lié à des activités nerveuses. Et la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le renforcement musculaire? Donc le renforcement musculaire, pendant des années, dans le cadre notamment de l'hypertonie spastique, il y a un certain nombre de courants de pensée en rééducation qui ont tendu à dire le renforcement musculaire, il faut l'éviter parce que ça pourrait induire une augmentation de la spasticité. Et on sait aujourd'hui très clairement que la tendance actuelle s'est inversée, puisqu'on sait que le renforcement musculaire, lorsqu'il est fait correctement, va induire des améliorations fonctionnelles qui peuvent être relativement importantes et surtout ne pas induire de renforcement de ces niveaux de spasticité. Alors ce renforcement musculaire, en termes d'efficacité, on sait très clairement aujourd'hui que ça va induire, c'est le but primaire, une amélioration des capacités musculaires, mais ça va avoir un certain nombre d'autres conséquences, bien évidemment fonctionnelles, qui vont découler de ces améliorations musculaires, mais également cardio-respiratoires. On va avoir un rôle assez important du renforcement musculaire sur la fatigabilité, que ce soit à la marche, mais aussi sur le niveau de fatigabilité perçu de certains patients. On va avoir un rôle sur la qualité de vie et sur le niveau d'activité. Alors, dans l'exposé d'aujourd'hui, je vais essentiellement me concentrer sur deux parties. L'influence de ce renforcement musculaire sur le muscle en lui-même. On n'a pas beaucoup parlé de muscle ces 2 derniers jours. Un petit rappel pour mes copains neurophysiologistes, le muscle, c'est le truc qui est au bout des neurones, des motoneurones. Et ensuite, on va parler d'autonomie fonctionnelle, qui est la conséquence directe de ce renforcement musculaire. Alors, quand on parle de renforcement musculaire à base de stimulation électrique, on parle de ce qu'on appelle la stimulation électrique neuromusculaire. Donc, généralement, si vous regardez dans les publications, c'est ce qu'on appelle la NEMES. Et donc, l'objectif ici, c'est d'utiliser des électrodes de surface pour déclencher une contraction musculaire par des impulsions électriques. Alors, contrairement à ce qui se dit dans le grand public, on n'est pas directement sur une sollicitation musculaire, puisque en réalité, c'est la dépolarisation des axones qui va induire une contraction, puisque ces motoneurones sont beaucoup plus excitables que les fibres musculaires en elles-mêmes. Donc j'ai mis volontairement une photo ici d'un athlète, c'est quelqu'un qui a des grosses capacités musculaires, puisqu'on voit bien que cette contraction musculaire, elle va induire une contraction qui est très particulière, tous ceux qui l'ont fait un jour dans leur vie, puisqu'on va avoir une sorte de déformation du muscle qui va vraiment rentrer à l'intérieur. Donc c'est quelque chose d'un peu particulier à vivre les premières fois qu'on le fait, mais on va voir que ça a quand même un côté assez efficace. Alors, en termes de courant, on est ici sur des courants biphasiques, rectangulaires, sur lesquels on va pouvoir faire varier un certain nombre d'éléments. Le premier d'entre elles, c'est la fréquence, qui va en gros de 25 à 120 Hz lorsqu'on fait du renforcement musculaire. On va pouvoir diminuer, passer en dessous de 25 Hz quand on fera quelque chose qui est plus lié à l'endurance ou à la récupération. La durée d'impulsion, on verra que ça a une importance assez primordiale dans les réglages qu'on va pouvoir faire. Et quelque chose d'important, c'est l'intensité. Et cette intensité, elle est réglée de manière très empirique, puisqu'elle est réglée au seuil de douleur. C'est-à-dire qu'on s'arrête, en gros, quand on ne peut plus monter. C'est ça le principe de base de l'électrostimulation. Et on va voir que c'est souvent quand même un facteur assez limitant. Derrière ça, on peut régler un grand nombre de paramètres qui sont, eux, essentiellement liés à l'entraînement. La durée des contractions, le repos, le nombre de contractions, le nombre de séances par semaine, la durée d'entraînement. Et tout ça fait que pour faire une séance d'électrostimulation, en réalité, on doit fixer un grand nombre de paramètres. Et ça va expliquer en partie l'hétérogénéité des résultats qu'on va observer par la suite.
Alors très concrètement, avant de rentrer dans des spéculations un peu plus neurophysiologiques, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce efficace dans le cadre du handicap neurologique, puisque aujourd'hui on sait très clairement que chez des sujets sains ou chez des sportifs, on est capable très nettement d'améliorer la capacité de production de force volontaire chez des patients non pathologiques. Alors je vais m'intéresser ici à 3 populations très rapidement. Hein. D'abord les strokes. Donc il y a une revue de littérature très récente qui est sortie cette année qui montre très clairement que à partir de l'électrostimulation, on est capable d'augmenter le niveau de force volontaire chez des patients post-AVC. Ça c'est très clair, on le voit très bien sur ce schéma. Et par conséquent, on est aussi capable d'améliorer à partir de cette électrostimulation les capacités fonctionnelles de ces patients. Donc ça, chez le patient hémiparétique, donc il y a un grand nombre d'études qui ont été faites, hein, on le sait, c'est clair, on est capable d'améliorer le niveau de force. Chez les patients IMC, donc adultes, enfants, c'est la même chose, on sait qu'on est capable d'améliorer le niveau de force volontaire. Là, je vous ai mis 4 revues parce qu'il y en a un grand nombre. Hein. Là, on parle d'une technique, contrairement à la TDCS ou à la RTMS, qui est beaucoup plus vieille et beaucoup plus développée, beaucoup plus étudiée, et donc on a quand même beaucoup plus de données. Donc sur les patients IMC, on sait très clairement que ça marche en termes de force volontaire. Maintenant, sur les capacités fonctionnelles, tout le monde n'est pas d'accord, puisque dans certains cas, il y a des conclusions qui sont nettes et définitives, ça marche, et dans l'autre, elles sont nettes et définitives aussi, ça marche pas. Donc il y a des résultats qui sont assez contradictoires, qui sont essentiellement liés en termes de capacité fonctionnelle à cette définition du cliniquement significatif, hein, sur lequel on a toujours un petit problème, mais également et principalement, on en reparlera tout à l'heure, sur le niveau de force induit lors des entraînements par électromyostimulation, puisque c'est quelque chose qui va faire varier l'efficacité de la thérapie. Troisième exemple, sur les patients CEP, très clairement, là on le voit que ici on est sur 20 semaines, hein, c'est quand même des entraînements qui sont assez longs, sur 20 semaines on est capable d'améliorer le niveau de force des patients. En termes de niveau de fonctionnel, c'est beaucoup plus, un peu comme sur les IMC, c'est beaucoup plus variable. Hein. On voit très clairement ici sur la droite que y en a qui vont être très répondeurs à ce type d'entraînement, alors que d'autres vont être beaucoup moins répondeurs et vont quasiment pas s'améliorer avec l'électrostimulation. Tout ça, ça pose un certain nombre de questions en termes de répondeurs, non-répondeurs, puisqu'on constate qu'en fonction du type de pathologie et en fonction aussi du niveau de base des patients, on n'a pas les mêmes types de réponses. Alors, en gros, est-ce efficace? Oui, on est capable d'améliorer la force volontaire, ça c'est clair, net et précis. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est plus efficace que de faire un entraînement volontaire? Parce que il faut justifier l'utilisation de ce type de méthode. Et en gros, la question ici, c'est de savoir, est-ce que si je m'entraîne sur, on va prendre le quadri par exemple, sur de l'électrostimulation, est-ce que ça a une efficacité supérieure à si je faisais la même chose sur une machine à quadriceps ou en kinésithérapie? Concrètement, on va commencer par revenir sur quelque chose, c'est qu'on sait très clairement que chez des sujets sains ou sportifs, l'électrostimulation n'est pas plus efficace que l'entraînement volontaire. Ça, c'est clair, net et précis. On le sait, hein. Alors j'ai pris ici un exemple parce que c'est une revue de littérature qui est très connue. Sur le quadriceps, on est vraiment sur quelque chose qui a une tendance à être similaire, voire même dans la plupart des cas, un tout petit peu moins efficace que l'entraînement volontaire. Et chez les patients neuro, il y a assez peu de données, il y a même très peu de données paradoxalement sur la comparaison volontaire électromyostimulation, enfin en tout cas sur des études de grande envergure, et la plupart des études montrent très clairement aussi que il n'y a pas de différence significative entre le volontaire et l'électrostimulation. Hein. Donc là c'est une étude qui a été faite, qui est une grosse étude randomisée contrôlée et qui montre qu'au final, sur 15 semaines d'entraînement, on n'a pas de différence significative entre les deux modes d'intervention. C'est exactement la même chose sur le niveau, sur la CEP, sur la sclérose, où on constate, vous les voyez, hein, ici vous avez les deux courbes, hein, donc ici c'est un entraînement volontaire, ici c'est un entraînement en électrostimulation. Très clairement, au final, on a des adaptations qui sont très similaires. Alors, est-ce que c'est plus efficace que le volontaire? Chez des patients sains, je peux vous répondre non. Chez des patients neuro,
On a peu de données, mais a priori, c'est vraiment pas plus efficace. Alors pourquoi on va utiliser l'électrostimulation? C'est ça la question. Pourquoi ça se développe? Pourquoi on l'utilise de plus en plus? Donc quel est l'intérêt d'utiliser ce type de stimulation plutôt que de faire du volontaire chez des patients? Alors la première réponse, elle est très claire, c'est quand on sollicite, donc quand on induit une contraction via une stimulation électrique, on est très clairement d'un point de vue neuromusculaire sur une contraction qui est très différente d'une contraction volontaire. Tout d'abord, en termes de recrutement temporel, on sait aujourd'hui qu'en électromyostimulation, on a un recrutement temporel qui est synchrone, qui est lié à la fréquence de stimulation qu'on a induit via les électrodes. En termes de recrutement spatial, on a un recrutement ici qui est très superficiel, qui est spatialement fixe, qui va avoir des conséquences importantes en termes de fatigabilité, et qui est largement incomplet. Donc jusqu'à là, vous allez me dire, tout ça, ça ne justifie pas forcément l'utilisation de l'électrostimulation. Mais voilà, il y a deux autres paramètres qui sont importants. C'est le fait que contrairement à ce qui se passe sur une contraction volontaire, on n'a pas de sélectivité d'ordre de recrutement des unités motrices, c'est-à-dire qu'on va être capable de solliciter des unités motrices rapides dès des niveaux de force relativement faibles, ça ce qui est quand même une conséquence assez importante. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait aujourd'hui que sur une stimulation électrique, on a une sollicitation énergétique qui est supérieure à une contraction volontaire, sur à peu près toutes les filières énergétiques. Donc ça, c'est deux éléments qui sont importants, c'est que l'utilisation de l'électrostimulation permet de toucher des unités motrices différentes à ce qu'on va pouvoir faire en volontaire, mais aussi d'avoir une sollicitation énergétique assez importante. Alors, la deuxième chose, toujours en termes d'intérêt de l'électrostimulation, c'est que on cherche tout le temps, quand on étudie les effets d'un entraînement, à savoir quelles sont les conséquences neuromusculaires de ces entraînements. En gros, quels sont les sites d'adaptation qui ont induit ici une amélioration du niveau de force volontaire. Donc on sait très clairement aujourd'hui que dans l'entraînement, quand on est sur des faibles durées d'entraînement, je dis jusqu'à 6 semaines à peu près, la plupart des adaptations qui justifient ce gain de force sont d'origine centrale. Alors quand je dis centrale, c'est principalement supraspinal. Et ce qu'on constate, c'est que dans le cadre de l'électrostimulation, on est sur le même schéma d'adaptation. À cela près, qu'il y a une revue de littérature assez récente qui a essayé de modéliser tout ça et qui montre très clairement que quand j'ai des adaptations nerveuses sur un entraînement en électrostimulation, en réalité, le schéma et l'origine de ces adaptations nerveuses sont très différentes de ce qu'on aurait sur du volontaire. Alors sur du volontaire, les adaptations nerveuses sont principalement liées à la commande et aux efférences qui vont induire la contraction musculaire, alors qu'en réalité, ce qui se passe sur une contraction électrostimulée, c'est qu'on va avoir un haut niveau de sollicitation des afférences, donc j'ai perdu mon mot, une sollicitation qui est principalement sensorielle et qui va être à l'origine de ces adaptations et de l'adaptation du niveau de force via le jeu sensorimoteur. Donc ça, c'est une première chose, c'est que les conséquences et les adaptations qui sont induites par l'électrostimulation, même si elles sont, comme sur le volontaire, principalement d'origine supraspinale, elles sont quand même différentes de ce qu'on va obtenir en volontaire. La chose suivante aussi qui est assez importante, donc en gros, ici c'est une étude où on a stimulé des gens pendant 4 semaines, mais de manière extrêmement intensive. C'est-à-dire que le but du jeu, c'était tous les jours, c'était à des très très hauts niveaux d'intensité, et on a essayé de voir en gros si on n'avait pas un problème avec cette électrostimulation, puisque qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate qu'à la fin de nos 4 semaines d'entraînement, donc ça c'est 4 semaines d'entraînement, ça c'est 4 semaines de repos, en noir vous avez le niveau de force il se maintient. Ici, sur une unité arbitraire, on a eu une amélioration de la commande centrale qui était assez importante suite à ces 4 semaines d'entraînement. En revanche, on a atteint ce qu'on appelle un niveau ce qu'on appelle généralement de l'overreaching, qui est un peu la première étape du surentraînement, c'est-à-dire qu'on a eu des altérations périphériques suite aux 4 semaines d'entraînement. Donc ça, c'est quand même quelque chose où il faut faire bien attention, c'est que l'électrostimulation, en termes musculaires, en termes structurels au niveau musculaire, ça peut induire des problèmes qui sont assez longs
à résoudre, puisqu'il nous a fallu ici 4 semaines pour revenir à un niveau de force, enfin un niveau de sollicitation périphérique équivalent et un niveau central qui s'est maintenu. Donc ça, c'est une autre problématique. La troisième problématique et le troisième intérêt de l'électrostimulation, c'est ce qu'on appelle le cross-education. Donc ça, c'est un article qui a été fait récemment, hein, mais en réalité, on le sait depuis au moins une quinzaine d'années, c'est que quand je fais de l'électrostimulation, je suis désolé pour le schéma, mais dans le muscle nerve, il est comme ça, le schéma, il est quasiment illisible. Ce qu'on constate, c'est qu'en électrostimulation, donc là on a entraîné en volontaire ici et en électrostimulation, donc on a un membre entraîné et un membre contralatéral, et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate qu'on a une amélioration du niveau de force en électrostimulation sur le membre contralatéral. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez important, c'est qu'on sait aujourd'hui que la cross-education, notamment via le jeu d'afférence, est beaucoup plus efficace sur l'électrostimulation que sur du volontaire. Alors si on fait un petit bilan d'un petit jeu d'avantages d'inconvénients, on a des sollicitations différentes, ça c'est quand même un élément important. On a une contraction qui est involontaire, donc qui est pas liée aux capacités de la commande motrice en elle-même. On a un gain de force qui est important. On a des séances qui sont courtes, hein. Une séance d'électrostimulation, ça va durer 20-25 minutes au max. Et on apporte de la diversité en termes d'adaptation. Par contre, si on fait un peu la balance, de l'autre côté, on a quand même des problèmes importants. C'est une variabilité de réponse qui est importante, hein. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui se font sur répondeurs, non-répondeurs à l'électrostimulation. Pourquoi ça marche chez certains et pas chez d'autres. On a des douleurs qui sont importantes. Alors chez des sportifs de haut niveau, ça ne pose pas de problème parce qu'ils sont là pour ça et ils se taisent et ils le font. Chez des patients, c'est beaucoup plus problématique et on va voir pourquoi. On a un niveau de récupération qui est très long, hein, qui est assez équivalent à ce qui se passe sur des contractions excentriques. Et pour être efficace, il y a une multitude de paramètres à régler, même si aujourd'hui, dans les systèmes qui sont vendus, notamment les systèmes professionnels, les programmes sont tout faits et on les connaît, on sait qu'ils marchent, on sait qu'ils fonctionnent. Donc ça, c'est pas un problème. Voilà, le centre quand même de tout ça et de tout ce que je viens de raconter jusqu'à maintenant sur le renforcement musculaire, c'est cette phrase qui est tirée d'une revue de littérature assez récente et qui montre très clairement que l'efficacité de l'électrostimulation, elle est avant tout due au niveau de sollicitation et notamment à ce qu'on appelle le niveau évoqué de force, c'est-à-dire la quantité de force que je suis capable de produire avec ma stimulation électrique. Si je vous prends deux exemples, chez des patients, on va par exemple pouvoir arriver jusqu'à 10, 15, 20% de la force max volontaire en électrostimulation. Chez des sportifs de haut niveau qui sont à composante très rapide en termes de typologie, on va arriver jusqu'à 50, 55%, 60%. Et du coup, on est sur des niveaux de sollicitation qui sont complètement différents et que du coup, il faut insister là-dessus, c'est qu'en gros, je le pense, ça n'a pas totalement été prouvé, mais il faut vraiment qu'on arrive à solliciter des niveaux de force importants pour que ça soit efficace. Et ces niveaux de force importants, ça passe avant tout, bien évidemment, par de la douleur. Et ça, c'est un peu le limitant de tout ça. Alors très rapidement, faut savoir quand même que ces mêmes schémas d'électrostimulation, hein, cette électrostimulation à visée renforcement musculaire, aujourd'hui, elle est de plus en plus souvent utilisée pour lutter contre la spasticité. Et en fait, le paradigme de stimulation, c'est qu'on utilise un renforcement musculaire antagoniste qui va induire un relâchement du muscle spastique. Et il y a pas mal d'études, notamment sur le poignet, mais il y en a une autre qui est sortie très récemment sur le triceps, qui montre très clairement qu'avec de l'électrostimulation, exactement la même que celle que je vous ai présentée jusqu'à maintenant, mais induite sur les muscles contralatérales, on va pouvoir diminuer le niveau de spasticité chez des patients stroke. D'accord, on le voit bien ici. Ça, on trouve aussi également une amplitude d'extension qui est assez importante. Alors, une autre étude qui a montré exactement la même chose, hein, on constate effectivement qu'après une dizaine de semaines d'électrostimulation, on va être capable de diminuer le niveau de spasticité. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est vraiment une diminution du niveau de spasticité dans sa définition? Moi, j'en suis pas forcément certain et la question c'est de savoir quelles sont les adaptations qui induisent
cette modification de la spasticité comme elle est définie dans ces articles. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que j'aimerais passer juste 30 secondes sur une autre partie, mais en gros, aujourd'hui, vous voyez toutes les hypothèses possibles dans la littérature. Il y a une revue de littérature qui est sortie en 2013 là, sur les origines de ces adaptations de la NEMES sur la spasticité, et on constate que voilà, tout ça, ça peut potentiellement être des sites d'adaptation. Donc, ceux qui ont envie de se poser les questions, il va falloir qu'on bosse dans les labos parce qu'on n'en sait rien du tout. Alors, je vous passe ça. Juste maintenant, le futur de cette NEMES, parce que il y a quand même des choses qui marchent bien. Alors, il y a une première chose. Dernièrement, on avait avec l'équipe de Garches sorti un papier sur l'auto-rééducation à domicile. Je crois qu'aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui vient de sortir, hein, mais il y a des modes de stimulation qui reproduisent ce qu'on a sur la NEMES pure et dure et qui sont très facilement utilisables par des patients à domicile. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir de l'électrostimulation, c'est que c'est simple. Et on va pouvoir à terme les utiliser assez facilement à domicile et donc de manière beaucoup plus efficace qu'un entraînement volontaire, puisque pas tout le monde a sa machine à quadri, pas tout le monde a sa presse ou quoi que ce soit à la maison, alors que ça, très rapidement, ça sera assez facile d'utilisation à domicile. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sortent sur... en gros, la sollicitation centrale de l'électromyostimulation. Vous avez ici une série d'études qui ont été faites sur comment est-ce que je peux augmenter la part nerveuse de l'électrostimulation. Et notamment, le but du jeu ici, c'est via des sollicitations qui sont très spécifiques, où on va avoir des grandes largeurs d'impulsion, c'est d'essayer de solliciter au maximum les afférences et donc d'avoir... non plus une stimulation qui est essentiellement liée à la stimulation de l'axone efférent, mais d'avoir aussi via ce jeu antidromique une sollicitation qui est nerveuse et donc liée soit à un niveau spinal, soit à un niveau supraspinal au retour d'afférence. Vous le voyez très bien sur cette étude où on constate que, donc ici en blanc, c'est ce qui se passe lorsque je fais de l'électrostimulation un peu nouvelle génération, c'est-à-dire avec une sollicitation centrale. En noir, ce qui se passe avec ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et ce qu'on constate quand on regarde un peu en termes d'ondème et de sollicitation réflexe, ce qu'on constate, c'est que sur le type, donc ici en noir, de sollicitation habituelle, on a essentiellement quelque chose qui est lié aux efférences, alors que sur les nouveaux types de sollicitation, on va avoir une sollicitation via des volées afférentes qui sont beaucoup plus importantes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo pour cet exposé très didactique aussi. Quelques questions? Oui, Philippe et Marc de Toulouse. Je vais vous reposer la question que j'ai posée hier, en fait, parce que à mon avis, c'est toujours la même. C'est quand on voit ce que vous dites sur l'électrostimulation, et ce avec quoi je suis entièrement d'accord, c'est est-ce que chez le patient neurologique, on n'a pas juste intérêt à faire plutôt des TENS que de l'électromyostimulation? Alors, en sachant que les TENS augmentent la force chez le sujet hémiplégique. Ouais, on est d'accord sur du TENS, on va avoir une sollicitation sensorielle très importante, on est d'accord. Mais en termes musculaires, tout à l'heure, ce que j'ai présenté sur les adaptations nerveuses, c'est sur quelques semaines d'adaptation. Au final, sur beaucoup plus d'adaptation, sur des longueurs d'adaptation beaucoup plus importantes, sur des TENS, on ne va pas du tout avoir le même niveau de sollicitation musculaire. Et donc, je pense qu'à long terme, sur des longues périodes d'entraînement, on n'est pas du tout sur les mêmes phénomènes d'adaptation entre du TENS et de la NEMES. Parce que, alors, quand on voit la dernière étude que j'ai montrée, où on cherche à utiliser de plus en plus les afférences sur la stimulation, on a tendance à s'en rapprocher, parce que les niveaux d'intensité sont plus faibles, les fréquences sont plus faibles, la largeur d'impulsion est plus faible. On tend à se rapprocher de la TENS, je suis assez d'accord. Mais par contre, moi je crois toujours quand même à cette utilisation de la fusion tétanique et de l'intérêt de cette contraction tétanique sur les adaptations structurales du muscle à long terme. Ça, pour moi, ça me paraît important. Moi, l'idée, c'était du TENS avec du renforcement musculaire classique. C'était plutôt ça. Oui, voilà. D'accord.
Ah oui, d'accord, l'association entre les deux. Parce que quand on fait l'électrostimulation, quand même, la volée antidromique, à mon avis, l'interprétation par le système nerveux de l'arrivée d'une volée antidromique, ça ne doit pas être évident. Et il y a quelques années, il y avait des papiers qui montraient que chez les sportifs, on disait toujours, vous faites de l'électrostimulation. Après, ils étaient moins performants sur la gestuelle. Et puis il fallait attendre un peu avant qu'ils reviennent à un niveau de performance, ce qui, à mon avis, est le fait que la contraction électrostimulée pour le système nerveux, c'est quelque chose de très anarchique, où il ne comprend pas, à la fois on étire, on raccourcit, il ne comprend pas bien ce qui se passe. Je suis 100% d'accord sur... on l'avait fait dans l'étude que je vous ai montrée. D'un point de vue moteur, il y a une désorganisation qui se fait post-entraînement, mais sur des faibles, encore une fois, sur des faibles périodes d'entraînement. Par contre, ça c'est vrai. Si vous regardez dans la littérature, c'est vrai que sur la première période d'entraînement, c'est-à-dire que si je fais 4 semaines d'entraînement, puis que je reprends un entraînement en électrostimulation dans 1 an, j'aurai plus cette désorganisation motrice et du coup, j'aurai plus ces phénomènes-là. Mais je suis assez d'accord avec vous que d'un point de vue moteur, ça a quelque chose de, comme vous le dites, d'anarchique, et que du coup, chez des patients, il y a assez peu de choses d'ailleurs qui ont été faites. Hein. Nous, on a beaucoup travaillé sur la marche, mais ça a rarement été fait sur les effets, ne serait-ce que aigus, d'une séance d'électrostimulation sur la marche des patients émis. Ça s'est fait chez des sujets sains, où on constate quand même que la modification du pattern de marche est avant tout liée à des phénomènes de fatigue, mais je suis prêt à parier que chez des sujets émis, ça sera avant tout des problèmes moteurs plutôt que des problèmes de fatigue musculaire qui vont désorganiser le mouvement, de mon point de vue. Une autre question? Quand vous faites des stimulations, est-ce que vous faites faire un mouvement complet ou vous faites contre-résistance? Parce que si je fais ça, j'entraîne une hypertonie des fléchisseurs. Si je fais la contraction dans cette position-là, je renforce le muscle et je n'entraîne pas d'hypertonie. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, concrètement, la plupart du temps, aujourd'hui, comme c'est utilisé en routine clinique, c'est utilisé sur de l'isométrique. Donc on a coincé la main. C'est quasiment tout le temps le cas. C'est d'ailleurs le cas dans l'entraînement chez des sportifs. Hein. Mais on coince et on va provoquer une isométrie qui permet d'éviter... Alors déjà en plus, vu les niveaux de contraction, hein, si vous le faites par exemple sur le triceps, il y a 100% de chances que vous tombiez par terre et que vous fassiez mal. Et là-dessus, c'est aussi très douloureux. Hein. Si je stimule les fléchisseurs du poignet à des hauts niveaux d'intensité, il y a moyen vraiment de se faire mal. Donc oui, la plupart du temps, c'est contre-résistance en isométrie. La question de M. Bussel entraîne pour moi une autre question, c'est le renforcement isométrique, ça a une particularité, c'est qu'il n'y a pas une diffusion sur tous les angles du gain de force. Et donc, l'équivalent, est-ce que dans les études en particulier, vous montrez qu'il y a une équivalence par rapport au renforcement classique? C'était par rapport au renforcement isométrique. Puis peut-être que celle où on montre qu'il n'y a pas d'équivalence, c'est parce que c'est du renforcement non anisométrique et dans lequel on a un gain qui est beaucoup plus large dans la palette angulaire. Est-ce que c'est le cas ou pas? Cette spécificité à l'angle d'entraînement de l'électrostimulation, elle est avant tout liée au fait justement que dans la plupart des cas, on le fait en isométrie. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas encore fait chez pas forcément utilisé chez des neuros, mais par exemple sur des patients ayant des capacités motrices totales, ce qui est très souvent fait, c'est de l'associer avec de l'isocinétisme, par exemple. C'est-à-dire que sur une contraction concentrique, on a une part de volontaire, une part d'électrostimulation, et là, on n'a plus cette spécificité à l'angle. Mais concrètement, si on le fait chez des patients hémiparétiques qui ont des problèmes de gestion de la commande, c'est quasi infaisable. C'est-à-dire que déjà, quand on leur fait faire une contraction isocinétique, on n'est jamais bien sûr de ce qu'ils ont activé. Si on fait ça avec de l'électrostimulation, jamais on aura ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on aura tendance à avoir une contraction des antagonistes quand on veut une contraction des agonistes, et ainsi de suite. Donc c'est très compliqué à gérer chez des patients. Je voulais vous faire une remarque aussi. La rééducation, il y a 70 ans, 60 ans à peu près, est née contre l'électricité. Et des gens comme M. Held, je me souviens, je l'ai raconté hier, étaient contre les stimulations électriques que l'on faisait autrefois. C'était fait par des radiologues. Donc voilà, les choses tournent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.